Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Révolution FNB, le podcast qui explore les coulisses et les révolutions silencieuses dans le monde du FNB, de la restauration, des boissons et de l'hospitalité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laura Chetaille qui a créé sa marque de kombucha qui s'appelle Coco Kombucha. C'est une marque artisanale qui fait pétiller le marché des boissons sans alcool avec engagement, intuition et élégance. Dans cet épisode avec Laura, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de santé, de nolo, de nouvelles tendances par rapport aux boissons sans alcool. Elle nous a également raconté son parcours, ses débuts, ses déboires, les difficultés qu'elle a rencontrées quand elle a commencé à entreprendre, de business, de yoga, de surf également, mais surtout de sens, de conviction et de choix parfois à contre-courant. Alors c'est un épisode que j'ai adoré enregistrer et j'espère qu'il vous plaira aussi. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode 1 de Révolution FNB avec Laura Chetaille. C'est parti, générique. Bonjour Laura, merci de te joindre à moi ce soir pour ce nouvel épisode de podcast Révolution FNB. Alors aujourd'hui on va avec toi explorer un petit peu l'univers du kombucha notamment, car je sais que tu as lancé ta propre marque de kombucha, Coco Kombucha. Et si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de ton parcours, de savoir comment tu es arrivé à créer cette marque de kombucha. Eh bien, merci Nicolas, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Alors quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études, comme école? Du coup, moi, j'ai fait une classe préparatoire, puis une école de commerce à l'EM Lyon. Ensuite, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie chez Advancy et j'ai démissionné 2 jours avant le confinement. Donc, j'ai eu du temps pour avoir des idées et c'est pendant cette période qu'est né Coco Kombucha. Comment tu as fait après ton parcours pour la création de ta boisson? Tu avais déjà des idées? Tu as commencé à faire de la recherche et développement peut-être un peu chez toi? Oui, en fait, je me suis vraiment basée sur une communauté. J'avais un groupe de 100 personnes, d'amis et de personnes intéressées par le projet. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qui se faisait sur le marché, ce que j'aimais moins, mais aussi poser beaucoup de questions à cette communauté, notamment sur les parfums, sur ce qu'ils recherchaient dans une boisson saine et plaisir. Et c'est de là qu'est né Coco, d'abord en validant le marché puisque c'était aussi mon métier avant, de faire du conseil en stratégie et d'analyser le marché. Donc j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait sur des marchés qui étaient plus avancés en termes de kombucha, comme notamment les États-Unis et le UK. Tu as directement lancé plusieurs goûts différents ou tu as fait ça étape par étape? J'ai lancé, j'avais 2 parfums en tête, gingembre, citron, framboise, hibiscus, et j'ai décidé de rajouter l'original pour avoir une gamme dès le début. Euh, donc du coup 3 d'un coup, ce qui était un petit pari quand même avec du recul, mais je pense que pour la campagne de crowdfunding, c'était quand même pas mal. Et même pour prospecter après, c'est quand même toujours bien d'avoir une gamme un peu plus large. Et qu'est-ce qui t'a... Comment je pourrais formuler ça? Pourquoi tu es parti sur le kombucha directement? C'est une amie qui m'a fait découvrir cette boisson pendant le confinement. Ce que je trouvais intéressant avec le kombucha, c'était ce côté alternative naturelle au soda et à l'alcool, qui est à la fois plus recherché gustativement et on a ce côté fermenté qui est vraiment quelque chose de nouveau, je trouve, sur les boissons et qui me paraissait l'alternative idéale pour les soirs où on n'a pas envie forcément de boire d'alcool, mais on veut quand même se faire plaisir, tester quelque chose de nouveau, de recherché, tout en restant sain. Voilà. Le marché, justement, de ce type de boisson, qui est le sans-alcool qui est en train d'exploser depuis le confinement, je pense, en progression même de 25% sur la dernière année, 2024. Et justement, en même temps, on voit une recrudescence des boissons alcoolisées et le marché du vin notamment qui est en train de un peu de se casser la Oui, gueule. c'est assez surprenant, effectivement. Moi-même, je m'y attendais pas du tout, honnêtement. Je pensais qu'après le confinement, on allait tous repartir et faire la fête comme avant. Et on sent que, voilà, les gens enfin, finalement, ces tendances étaient déjà là, de consommer mieux, de consommer plus qualitativement. Et je pense que dans le vin, on le sent aussi, c'est les gens ont envie de consommer peut-être moins en quantité, mais plus en meilleure qualité. Oui, c'est ça. C'est apparu depuis le confinement, je trouve. Oui, En tout cas, il y a eu une accélération après le confinement. Et je trouve ça d'ailleurs intéressant que la nouvelle génération soit un petit peu plus
sérieuse ou responsable? Oui, les jeunes, je pense qu'ils ils boivent beaucoup moins aussi. Parce que moi j'ai 36 ans maintenant et effectivement, la nouvelle génération fait très attention à leur consommation d'alcool et c'est plutôt bien, je trouve. Exactement. Je pense que c'est en tout cas bien d'ouvrir les yeux et de prendre un peu de recul sur ces, comme la cigarette, ces consommations qui étaient prises comme acquises et courantes, et simplement de poser un peu d'intention et de perspective dessus. Alors du coup, pour revenir au lancement de ta marque kombucha, quelles ont été les grandes étapes par lesquelles tu es passé? Quels sont les défis que tu as dû surmonter? Comment ça s'est passé? Alors, bah, tout d'abord, il y avait la phase un peu d'étude de marché, voilà, de voir si, s'il y avait bien une demande pour ce type de produit. Et une fois qu'on a un peu une idée de là où on veut amener la boisson, euh, c'était aussi intéressant, enfin c'était intéressant, non nécessaire de trouver le fabricant en face et de confronter ce qu'on avait envie de faire et ce qui était possible sur le marché, parce qu'en plus le kombucha était peu développé à l'époque en France, donc pour trouver un producteur à façon, c'était pas forcément très simple. Donc j'ai trouvé un premier producteur à l'époque et j'avais trouvé les process à l'étranger et on a travaillé ensemble pour vraiment affiner les goûts. Donc c'était un peu ces étapes-là. C'était voilà, une fois qu'on avait trouvé le fabricant, passer plutôt sur le détail de l'aromatisation des saveurs. En parallèle, ça a été de chercher des financements pour la production, donc affiner le marketing via le crowdfunding pour trouver de l'argent, faire des emprunts bancaires. J'ai eu la bourse French Tech aussi. Et le crowdfunding a été lancé un an après que je me sois mis à plein temps dessus, donc été 2021. Et de là, j'ai tout de suite démarré la commercialisation dans les jours qui venaient. Ok. Et pas de gros défis particuliers pendant tout ce parcours-là? Alors si, des défis, on a tout le temps. C'était effectivement le Covid, donc mon partenaire de production a eu des mois de retard et j'ai dû même changer de partenaire de production, ce qui était vraiment pas simple au début où on lance son activité. J'ai dû aller chercher toutes mes matières premières et trouver un autre fabricant. Et surtout quand on n'a pas beaucoup de moyens au début, c'était pas simple. Euh, Quoi d'autre? Bien sûr, trouver des financements, c'est pas simple. Le crowdfunding non plus. T'as eu de l'aide justement pour sur la partie crowdfunding? Tu as quelqu'un qui t'a coaché? Oui, j'avais pris German de Crowdybox et il m'a beaucoup aidé, mais beaucoup challengé aussi. On se rend pas compte du travail qui est énorme derrière. Alors après, ça permet aussi de valider la demande en fait, tout simplement, et de valider le marketing, comment on fait la promotion de son produit, comment on en parle. Mais c'est un travail de dingue. La collecte d'emails, j'en pouvais plus. La promotion aussi sur tous les groupes Facebook de la Terre. Non, c'était pas simple. Donc voilà, et même jusqu'au dernier moment, comme j'ai changé de producteur, les matières premières n'étaient pas arrivées à temps jusqu'à la veille. Et donc, on parle quand même bah, d'une première production qui coûte 30 000 euros. Donc, c'était un peu stressant, mais je pense que c'était voué à fonctionner. C'était le jour de mon anniversaire, le 7 juillet, et la première production s'est super bien passée. Donc, c'était top. Ok, justement, ben, dans Coco Kombucha, tu mets un petit peu les valeurs naturelles et éco-responsables. Est-ce que c'est une influence sur ton process de production? Oui, bien sûr, c'était important pour moi d'avoir un partenaire qui soit vraiment engagé, que ce soit pour l'environnement. On fait attention, par exemple, à la gestion de l'eau, des ressources. On a une production qui est en verre. Et le côté naturel, pour moi, qui fait très attention à mon alimentation et à ma santé depuis quelques temps, et notamment le fait que je pratique beaucoup le yoga, c'était essentiel pour moi justement de vraiment, là encore, prendre conscience de tous ces éléments chimiques qu'on met dans notre corps et où on ne fait pas attention. Et donc d'aller vers ce produit qui est quand même naturel avec aussi le label bio. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est bien qu'il y ait des gens comme toi qui fassent un petit peu changer les choses à ce niveau-là. Parce que quand on regarde un petit peu ce qu'on a des fois dans le frigo, ou quand on analyse un petit peu tout ça, ça fait peur. C'est ça, oui. Parfois, il vaut mieux pas se poser de questions, mais bon, le plus on peut consommer naturel, je pense le mieux c'est. Ouais.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est important aussi que les industriels aient des solutions alternatives parce qu'ils inondent le Mhm, marché en tout masse à fait. et je pense que c'est en train de changer, que c'est une bonne chose, que les gens justement se responsabilisent et je pense que le Mhm. Covid a joué beaucoup là-dessus aussi pour revenir un petit peu plus au local et faire attention à ce qu'on met et à ce qu'on consomme. Est-ce qu'il y a eu une innovation récente justement qui t'a particulièrement inspiré dans tout ce qui est justement boisson sans alcool, fermentation naturelle et ce genre de choses? Il y en a plein. Je trouve que le succès de French Bloom est très parlant. Euh, Ok, ouais. sur le côté sans alcool, parce qu'on arrive à valoriser un produit qui a tous les codes de ces boissons premium et, euh, et les codes de l'élégance française aussi, du raffinement. Donc je trouve qu'ils ont fait vraiment un super travail là-dessus. Ils sont en train de faire pas mal de choses. On parlait justement de tout ce qui est vin sans alcool du coup. Oui. Mais même de manière plus globale, Mhm. c'est intéressant ce qu'ils font là-dessus. Je trouve que tu as quand même une espèce de marqueur commun. J'en ai goûté plusieurs, que ce soit dans le sud-ouest, dans le nord de la France, en Champagne notamment, parce qu'ils sont en train de s'y mettre. Et j'ai vu que c'était une grosse société d'ailleurs en Allemagne qui faisait la désalcoolisation du vin. Mais il y a quand même toujours ce marqueur qui revient dans tous les vins désalcoolisés. Et je pense qu'on est encore aux prémices de tout ça, mais que dans quelques années, avec un peu plus d'R&D, on pourra avoir des choses vraiment intéressantes. Oui, c'est ça. On attend de voir la suite avec impatience. Et il y a, alors je sais pas si je t'en avais parlé en off aussi, ou durant nos échanges, mais il y a le sobrier, Benoît Donofario, qui lui aussi a fait pas mal de choses sur justement le fait de créer des boissons sans alcool, en reprenant un petit peu les codes de la façon de faire du vin, sur la façon de le faire, de l'élever, Mhm. et je sais pas si tu regardes un petit peu, je sais pas si tu vois un petit peu ce qu'il fait. Oui, tu m'en avais parlé, effectivement, ça a l'air assez intéressant ce qu'il fait. Je t'enverrai le lien, enfin, je mettrai le lien en description si vous voulez. Avec plaisir, oui, j'irai revoir ça. En tout cas, le nom est bien trouvé. Oui, le Le nom est sobrier, bien oui. trouvé. Mhm. J'ai vu que tu avais des chouettes partenaires, notamment Disney, je pense, qui s'est rajouté il y a quelques mois. Oui, ça fait un petit moment qu'on travaille avec Disney, effectivement. On a aussi un établissement Club Med. Et récemment, on vient de signer France Boisson. Donc c'est une belle victoire aussi qui va nous permettre d'aller chercher d'autres partenaires. On a, on a pas mal d'établissements sympas via l'Acadie et Trattoria. Ok. Oui, donc des hôtels voilà, des palaces, des étoilés. Donc oui, honnêtement, très très contente de nos beaux partenaires. C'est cool. Globalement, c'est top ce qui est en train de se passer. Quel a été ton plus grand enseignement en tant qu'entrepreneur dans le secteur des boissons sans alcool? Bonne question. Je dirais savoir, savoir accepter l'incertitude et continuer d'avancer et s'adapter. Je pense que c'est très vrai sur les entrepreneurs qui se sont lancés ces dernières années et je le dis aussi aux entrepreneurs que j'accompagne. Je pense qu'après, on a eu des années difficiles parce que on a eu le Covid. Moi, je me lançais quand même à destination des bars-restaurants. Donc, 2021, le lancement, c'est pour ça que je suis très vite allée signer Monoprix parce que ça allait être compliqué. Euh, mais l'année d'après, il y a eu de l'inflation de dingue sur les bouteilles en verre parce que guerre en Ukraine et de l'inflation générale sur toutes les matières premières. Les supermarchés qui ont augmenté le prix sans nous prévenir. Donc chaque année, il y a vraiment eu, voilà, là on rentre dans une récession, on sent que l'argent est moins disponible. Donc il faut jamais s'asseoir sur un business plan établi, et être toujours à l'écoute des changements qu'il y a et accepter simplement que il y aura toujours des problèmes, mais quand on progresse, on a une capacité de plus en plus grande à résoudre des problèmes plus grands. C'est ça. C'est la faculté de pouvoir rebondir et pivoter au cas où et adapter sa trajectoire au fur et à mesure. C'est ça qui est déterminant. Des problèmes ou des opportunités aussi. Parfois, il faut les saisir. Moi, dernièrement, j'ai vu que sur le e-commerce, il y avait quand même une bonne vague, alors que c'est pas la norme sur les boissons. Et typiquement, j'aimerais bien développer le e-commerce sur les années qui viennent. Je serais ravi de suivre ça avec grand plaisir. Mhm. Est-ce qu'il y a justement des erreurs que tu as faites et que tu referais différemment
des échecs qui ont été bénéfiques, formateurs, un peu comme un passage obligé dans ton parcours d'entrepreneur? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense que c'est un peu sur le choix de mes partenaires, notamment. Que ce soit le premier qui m'a quand même laissé courir pendant des mois, le premier fabricant sans nouvelles, alors que moi je lançais mon projet et que bah, c'était vital pour moi de lancer les boissons. Mmh. Mais là encore, c'est réalisé que j'avais pas les mêmes valeurs que lui et pas la même rigueur au travail peut-être ou autre. Et en fait, s'écouter davantage, c'est très important. De la même manière que j'ai eu des partenaires de distribution avec qui c'était très compliqué de travailler et je me suis retrouvée avec des impayés ou des situations difficiles Ah ouais. alors que j'avais passé beaucoup de temps et finalement pour pas grand-chose ou voire pour même perdre de l'argent. Donc je pense que c'est vraiment important de s'écouter et de pas travailler avec n'importe qui, même si au début on n'a pas trop de force de proposition, donc on est un peu obligé de faire avec. Mais c'est une des erreurs que je ne referais pas si je pouvais. Donc écouter son instinct et apprendre à dire non. Exactement. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce secteur, tu lui dirais quoi? Euh, Vraiment passer à l'action et tester son produit le plus rapidement possible. Bien sûr, avoir un marketing léché, c'est bien, mais vraiment co-construire avec une communauté, avoir des feedbacks pour pas passer des mois, des années à lancer un produit sans savoir s'il va plaire et s'il y a des débouchés derrière. C'est vraiment ça. Et voilà, parce qu'une idée, ça reste une idée. Et parfois, les gens n'aiment pas partager ou autre, mais l'idée ne fait rien du business. Ce qui compte, c'est l'exécution derrière. Comment tu es arrivé du coup entre toi, ton idée et la première production? Parce que tu me dis 30 000 euros, c'est quand même pas rien. Oui, 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 je confirme. Alors du coup, tu veux dire en termes de financement ou en termes de validation du produit? Même en termes de validation de produit, comment tu as fait pour... Tu avais fait des tests chez toi? Du coup, on avait fait des tests chez le producteur, puisque c'est lui qui avait validé la recette finale. Ok. Et moi, j'avais envoyé des échantillons à tous mes amis par la poste. Alors, on n'avait pas encore par exemple, l'aspect finalisé de la bouteille tout à fait. Mais du coup, je leur avais fait un petit questionnaire, des retours. Et ça avait permis, voilà, en tout cas, d'avoir les bases du produit. Ensuite, il y a eu la campagne de crowdfunding qui m'a permis de collecter 10 000 euros, 12 000 euros, je crois, oui. Et de voir qu'il y avait un intérêt quand même pour le produit. Donc, ce qui m'a rassurée quand j'ai fait la première production. Mais ensuite, malheureusement, j'avais pas le choix. J'étais obligée de faire des volumes de 10 000 bouteilles minimum par saveur. Donc ensuite, il faut les vendre. Pas le choix. Oui, tu avais déjà signé des contrats de vente, on va dire, ou des partenariats avant de faire la production? Bah non, parce que j'avais pas d'échantillon Ok. pour faire goûter. Donc il faut y croire. Oui, c'est sûr. Alors justement, maintenant, du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la gestion quotidienne de ta marque Coco Kombucha? Comment comment tu trouves un équilibre entre ton esprit créatif et ta gestion d'entreprise? Parce qu'après, l'entrepreneuriat, ça regroupe beaucoup de choses. Il y a de la communication, du marketing, tu vois. Très bonne question. Moi, je m'entoure déjà sur une équipe de partenaires, ce qui m'aide quand même dans mon fonctionnement. Donc, que ce soit pour la production, la logistique, je fais appel à des partenaires, mais aussi sur tout ce qui est administratif, suivi des ventes. J'ai une assistante virtuelle et j'en ai une autre aussi pour tout ce qui est partie commerciale. Euh, j'ai aussi une agence commerciale et une community manager et une copywriter. Donc c'est vrai que ça commence à s'additionner. Mais ça m'aide pas mal du coup à structurer mes journées et moi à me concentrer plus sur l'essentiel. Donc par exemple le lundi, je suis pas mal dans tout ce qui est finance, planification des prochaines productions, un peu stratégie ou choses plus administratives si besoin. Le mardi, c'est plutôt la vente, les rendez-vous avec les grands comptes ou la prospection. Mercredi, je suis un peu plus sur création de contenu, même si, par exemple, les posts LinkedIn, j'aime bien les écrire chaque jour. Euh, Jeudi, plutôt vente et activation de mes clients actuels aussi. Et vendredi, la journée un peu plus normalement formation ou pour finir tous les sujets de la semaine ou faire les podcasts, comme aujourd'hui.
Oui, donc du coup, tu es entouré d'une équipe de 5-6 personnes autour de toi, Oui, c'est ça. Mhm. avec qui tu travailles, du coup, plutôt en mode freelance, j'imagine. C'est ça, oui, ce sont des partenaires freelance. Est-ce que tu as un mentor, une personne qui t'a inspiré ou qui t'inspire encore maintenant dans ton parcours? J'en ai plusieurs. Je dirais que sur la food, Pierre-Emmanuel de Sassy, je sais pas si tu vois le cidre Sassy. Non, je ne connais pas. Je me renseignerai. Bah, c'est avec lui que j'ai échangé au tout début de l'aventure et il m'a donné beaucoup de conseils alors que bah, j'étais vraiment juste dans l'idéation. Et j'aimais beaucoup le modèle qu'il avait mis en place aussi, qui me parlait voilà, sur le fait de lancer une nouvelle marque, d'avoir un produit de qualité, de cibler des belles enseignes. Et il a fait un très bon travail sur le marketing. Donc ça a été une grande source d'inspiration pour Coco au démarrage de l'aventure. Ouais. Et du coup, ta vision un petit peu pour le futur, tu vois où Coco Kombucha dans 5-10 ans? La vision pour le futur, bah, écoute, le but c'est d'être leader du kombucha en France. Et de continuer à développer un peu l'export. Euh, et je te disais le e-commerce, mais l'export parce qu'aujourd'hui on commence à être dans quelques pays européens, notamment le Luxembourg, la Belgique, mais je pense qu'il y a un gros potentiel à faire, notamment par exemple en Suisse ou même en Italie ou d'autres pays. Euh, et aussi dans pas mal de pays asiatiques où les produits français sont assez appréciés, les produits à base de thé aussi, et pourquoi pas le Royaume-Uni aussi. Donc voilà, je dirais continuer le développement en France parce qu'il y a vraiment encore tout un boulevard, et pourquoi pas renforcer un peu l'export aussi. Tu as des nouveaux produits, peut-être autre chose que le kombucha, tu comptes élargir avec peut-être autre chose pour la suite? Je pense pour le moment rester sur le kombucha, même si je me ferme pas la porte d'autres produits fermentés parce que je trouve que c'est des produits intéressants. Et en tout cas, on a les canettes qui arrivent bientôt là pour le printemps. Ok, Donc de nouveaux formats, de nouveaux parfums. Je pense que pareil, on a encore de quoi développer. On nous a aussi demandé des fûts ou des bouteilles. top. Euh, donc à voir pour la suite. Mais pas mal d'idées en tout cas. Alors du coup, je vais continuer avec des questions un petit peu plus, on va dire, sortir un petit peu du côté business et tout ça. Et quelle a été ta plus grosse surprise ces derniers mois? On n'est pas obligé de rester dans le pro. Si tu as une anecdote, un truc à nous raconter. Ma plus grosse surprise ces derniers mois, bah pour le coup c'est quand même business, mais signer France Boisson c'était quand même un peu le Graal parce que bah, je les cible depuis 4 ans maintenant. C'est très dur de rentrer et pour une marque aussi jeune que la mienne et sur un produit aussi innovant, c'était une belle victoire pour le coup. Euh, Si tu devais jeter une bouteille à la mer, quel message tu glisserais dedans? Euh, hmm. J'aime beaucoup le stoïcisme, donc je pense que je mettrais Amor Fati, l'amour de son destin, mais en gros accepter tous les challenges et se concentrer sur ce qu'on peut maîtriser et juste essayer de tirer le meilleur profit de ce qui nous est donné. J'ai un mot aussi en tête depuis tout à l'heure, la sérendipité. Je sais pas si ça te parle. Ah oui. Bah, est-ce que justement toi, dans ton parcours, tu aurais quelque chose qui serait né, pas d'une erreur en tout cas, mais de quelque chose d'inattendu? Euh, Bah typiquement, oui, de base j'avais démissionné 3 jours avant le confinement pour partir au Brésil, Ok. donc c'était pas forcément le plan d'entreprendre. Même si je l'avais en tête depuis mes études, le fait qu'un jour j'entreprendrais. Et c'est une de mes meilleures amies qui m'a parlé du kombucha pendant le confinement. Et on devait se lancer ensemble initialement. Et au bout de quelques mois, elle a arrêté le projet, alors que c'était plutôt elle qui était venue me chercher. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, je continue. Alors que de base, je me lançais vraiment parce que j'avais une partenaire solide à mes côtés que j'adorais. Donc il y a un peu de ça quand même au final. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est assez drôle finalement. Et t'es allé au Brésil du coup depuis? J'étais allée, oui, pendant un mois,
Mais à l'époque, c'était compliqué de rester avec le Covid. Mais bon, ça va, j'ai quand même pas mal voyagé depuis, je ne me plains pas. Ouais, j'ai cru comprendre que tu voyages beaucoup oui. Et que t'aimes le surf aussi, non? Si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est pour ça que je me suis installée au Maroc à Ah Tarazout. ouais, ok. Et du coup, tu surfes souvent? Oui, assez régulièrement, c'est l'endroit idéal pour le surf. On est en pleine haute saison actuellement, donc c'est top. Après, il faut trouver le temps, parce qu'il faut y aller au moment où les vagues sont parfaites. Mais oui, c'est top. Et toi, tu surfes? J'ai essayé il y a 4-5 ans, c'était avant le confinement, justement, et c'est pour ça que j'aimerais bien me réinstaller un peu plus dans le sud, pour le surf et pour faire de la voile aussi. Ah, sympa la voile aussi. Oui. Ouais, j'aimerais bien dans quelques années partir un peu loin en voilier. Ok, super, beau projet. Merci. J'ai ça en tête depuis un moment et j'aimerais bien le réaliser. Mais pour ça, j'ai encore des étapes, on va dire, à mettre en place. Bah, c'est bien d'avoir la vision. Et je voulais rebondir justement quelque chose par rapport à ça. Est-ce que par rapport, ouais, justement par rapport au surf, je trouvais qu'on ressentait bien aussi dans ton branding quelque part, parce qu'on te voit souvent avec les photos des bouteilles sur la plage, c'est un petit peu sympa avec l'air fun, sympa, détendu. Ah, top. Bah oui, c'est vrai que euh, j'étais beaucoup au Maroc ces derniers temps et j'avais fait le lancement ici, donc la vidéo de lancement. Dernièrement, on a fait le shooting photo aussi sur la plage. Donc c'est vrai que ces vibes continuent d'inspirer. Et à la fois aussi, oui, ma passion pour le yoga, surf et le fait d'habiter à la plage. Je pense que ça ressort forcément, même si j'essaye de pas développer la marque forcément à mon image ou pour moi, mais plus en fonction de ce qui en est attendu par la communauté. Mais bon, j'ai l'impression que ça plaît aussi, donc ça fonctionne bien. Oui, je pense que c'est le côté sympa que je retrouve dans ton personal branding en tout cas. Euh, Ce côté un petit peu, ouais, un petit peu décalé. Je sais pas comment expliquer, mais jeune, branché, la plage, tout ça. Que t'as dit le côté surf, le côté cool un peu. Et du coup, tu me parlais de la vidéo, c'est celle qui est toujours sur l'introduction de ton site, je pense. Euh, Ton site web de Coco Kombucha. Oui, elle commence à tâter. Il faut que j'en refasse, mais Ouais, oui. j'aime bien, il y a un côté authentique. Ok, C'est eh cool, ben, top. c'est chouette. Merci. Du coup, quel serait pour toi le meilleur moment de ta journée ou de la semaine? On peut faire les deux. Euh, Bonne question. J'aime vraiment le matin quand tout est calme. Euh, Pouvoir, par exemple, quand je vais donner ou prendre un cours de yoga au lever du soleil, mais aussi, bien sûr, le coucher de soleil. Coucher de soleil, c'est vraiment un moment magique, je trouve. Et c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir l'observer presque tous les jours en promenant mon chien sur la plage. Et c'est donc pour ça que j'ai appelé ma société de Coco Sunset d'ailleurs, parce que vraiment c'est comme ça que je voyais Coco, c'était la boisson idéale pour regarder le coucher de soleil. Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 20 ans, si tu pourrais revenir en arrière? Hmm. Je pense encore une fois, c'est de plus s'écouter et de se faire confiance, d'oser être soi et pas d'essayer de rentrer dans le moule ou dans les attentes de la société. Je trouve que quand on est jeune, on essaye vraiment de répondre aux attentes sociales, de faire un peu comme tout le monde. Et bon, il y a un côté où c'est un peu normal. Euh, mais je pense que ça aurait été ça, oui, de faire davantage ce qui me tenait vraiment à cœur et de m'écouter. Si tu avais un livre à conseiller, ce serait lequel? Un livre que tu as lu récemment, qui t'a mis une claque et quand tu l'as lu, tu t'es dit waouh. Hum, un de mes préférés, c'est Ten Times is Easier Than Two Times. Je crois que c'est ça Je crois que c'est Benjamin Hardy. Et c'est l'idée que souvent on essaye de faire x2 pour faire croître son entreprise, mais en fait, aller faire x10, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, ça va te forcer. Si tu fais x2, c'est juste que tu dois travailler 2 fois plus, alors que si tu fais x10, tu dois changer tes systèmes. Et c'est un peu vrai pour le business, mais aussi pour dans tes relations, dans ton développement personnel. Et je trouve cette notion vraiment intéressante. Et ouais, du coup, je le relis régulièrement.
Tu l'as déjà lu? Ah non, je connaissais pas. D'accord. Là, je te Pas recommande. du tout. C'est gentil, ouais, merci, avec plaisir. Je le lirai. Mais je mettrai le lien en description de l'épisode. Comment tu te vois dans 5 ou 10 ans? Écoute, je pense continuer la voie ou les voies dans lesquelles je me suis engagée pour le moment parce que je me sens assez alignée en ce moment. Mon why avec Coco Kombucha, c'était d'inspirer les gens à vivre une meilleure vie. Ce qui paraît un peu cliché comme ça, mais du coup, c'est un peu le fil directeur qui me tient à cœur dans la création de contenu, mais aussi dans les cours de yoga que je donne depuis peu. Et par exemple, quand on me fait le feedback suite à un post LinkedIn, on me dit en lisant ton post, j'ai décidé de m'inscrire à la salle de sport et je m'y tiens depuis des mois. Pour moi, c'est la chose qui me fait le plus plaisir, ou de la même manière que quand j'accompagne les entrepreneurs et que je les vois progresser, dépasser leurs doutes et donner le meilleur d'eux, c'est vraiment gratifiant. Donc, pour moi, c'est vraiment continuer sur ces piliers, que ce soit dans le monde pro, donc création de contenu, accompagnement et bien sûr Coco Kombucha. Et, euh, et ensuite, d'un point de vue perso, pareil, pour moi, j'ai un bon équilibre, je trouve, entre le pro et le perso. Et j'arrive à faire mon yoga tous les matins, à avoir un stress qui est quand même maîtrisé, malgré les risques de l'entrepreneuriat, et à m'orienter vers des activités qui me plaisent de plus en plus. Et justement, je vais faire la transition, parce que tu l'as évoqué rapidement, mais ton accompagnement, justement, ça, on peut en parler un petit peu, parce que tu fais du coaching en 1-1, c'est ça, en food business aussi, 2.0, j'ai vu. Tu peux nous parler un petit peu Oui, rapidement bien de ça? sûr. En fait, j'ai vraiment voulu lancer ce guide et cet accompagnement parce que c'est ce que j'aurais rêvé d'avoir quand je me suis lancée. Euh, Typiquement, lancer une marque food, on a très peu d'informations. En fait, on ne sait pas trop quelles sont les normes, à quoi on doit faire attention. Et toute cette info-là, on doit aller la chercher auprès de mentors ou d'entrepreneurs avancés qui n'ont pas forcément toujours le temps pour nous répondre et qui sont très sollicités. Euh, donc, c'est aussi pour ça que moi, je donne pas mal de contenu et je réponds au maximum aux entrepreneurs qui se lancent, mais c'est pas toujours simple. Et à l'inverse, j'aime bien prendre le temps d'accompagner et de passer vraiment du temps avec des entrepreneurs motivés qui ont déjà avancé un peu et qui sont prêts à passer à l'étape supérieure. Et quand tu dis justement ceux qui sont prêts à passer à l'étape supérieure, c'est quoi l'étape d'avant? Ça va être tout ce qui est recherche et développement. Oui, alors souvent, ils ont déjà un produit qui est déjà terminé. Euh, donc, j'accompagnais par exemple Anaïs de Lupi Coffee ou Benjamin de Yofi. Et on voit qu'il y a un vrai potentiel marché qui a été validé. Et souvent, c'est juste comment on va passer la barre des 100 000 € ou comment on va même chercher un peu plus. Mais pour ça, on structure un peu le business, que ce soit sur la partie délégation, peut-être de la logistique ou une meilleure organisation, préparation du discours commercial. Euh, donc voilà, un peu sur ces sujets-là, de poser des bases saines pour aller chercher de la croissance rapide derrière. Ok, c'est intéressant. Et puis effectivement, je pense pas que j'en vois ça partout. Enfin, j'en connais pas d'autres qui font ça, donc Oui, bah, c'est vrai que c'est ce qui correspond finalement au modèle aussi que j'ai créé un peu avec Food Business. C'est aussi une manière un peu atypique de développer son business parce qu'en food, on suit beaucoup le modèle traditionnel qui est de lever des fonds, d'avoir des bureaux, d'être beaucoup sur le terrain, alors qu'aujourd'hui, on a des super outils comme le digital ou LinkedIn qui nous permettent de faire les choses différemment. Et c'était important pour moi de mettre ça en avant, de montrer qu'on n'est pas obligé finalement de créer sa start-up food comme une PME un peu old school. ouais, ça me fait penser. Tu connais un petit peu des groupes business qui seraient dans la food, tu sais, comme t'as la BNI ou ce genre de choses. Oui, alors j'ai plus le nom en tête. Il y en a un sur Paris. Ouais, non, je l'ai pas en tête. Mais oui, il y a des clubs d'entrepreneurs food, Ok. quelques-uns. T'en as pas un toi par hasard dans lequel tu seras adhérente ou même si tu l'idée d'en créer un si ça te parle. Si, il y a la FEF aussi, mais c'est pour les entrepreneurs un peu plus avancés. Maintenant, ils sont un peu plus ouverts.
mais c'est toutes les entreprises PME dans la food. Et il y a un groupe WhatsApp qui s'est mis en place récemment qui s'appelle Food Founders, qui est l'idée par Claire de Elsie. Et donc voilà, c'est un peu les deux Ouais, parce que là, que je connais. j'avais été notamment au Sira, il y avait le village Baïséa, la food tech et tout ça. Et je trouve qu'ils sont de plus en plus gros et de plus en plus d'acteurs, notamment qui arrivent sur le marché, avec plein de petites startups. Donc c'est vraiment intéressant. Oui, il y a une vraie belle dynamique sur la food et c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est pas un secteur qui est facile comme ça, un marché de volume. Euh, mais je trouve que ouais, plein d'initiatives se lancent et c'est sympa. Ce qui est intéressant aussi derrière tout ça, c'est que ça va peut-être déboulonner un petit peu justement les géants de, des- dont on parlait au début, des industriels et qui font parfois un peu n'importe quoi. Oui, ben on espère que ça va les faire évoluer dans le bon sens, effectivement. Mais c'est surtout la demande des consommateurs qui doit aussi bouger, effectivement. Tu aurais une idée justement de comment on pourrait faire bouger les modes de consommation? Euh, Tu veux dire par rapport aux industriels ou pour les consommateurs? Oui, c'est ça. Parce que moi, je pense que justement, il y a un problème de, on va dire, tout ce qui est grosses enseignes, supermarchés et tout ça, qui malheureusement vont vendre tout en masse. Et du coup, ça reste quand même pratique pour le consommateur. Mais après, je trouve que la vague qu'on a eue justement après le Covid, où les gens sont retournés un petit peu plus chez le boucher, chez leur maraîcher, retourner dans la ferme, enfin aux fermes, pour aller chercher leurs œufs, leur viande. Et je trouve que bah, malheureusement, c'est vite redescendu après le Covid, ce qui est dommage. En tout cas, moi, je l'avais fait, j'ai essayé de le garder, mais voilà, c'est. Je sais pas comment on pourrait faire d'ailleurs pour ça. C'est un gros sujet social, je pense. Je pense que c'est comme tout, il faut trouver les points bloquants. Et il y a pas mal d'initiatives qui se mettent en place. Typiquement pour le vrac, où tu avais une société qui se met en place avec des bocaux que tu peux rendre, Ouais, c'est ça. réutiliser, ou même le retour des bouteilles consignées où on te livre pas mal de boissons. Je crois que c'est le fourgon, il me Ouais, c'est ça. semble, oui. Euh, donc, je pense qu'il y a des initiatives, tant qu'elles simplifient la vie des consommateurs, parce on est tous un peu limités par notre quantité d'efforts dans une semaine, qui peuvent permettre ça. Et, euh, et ensuite, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est super de pouvoir davantage consommer local et à côté de chez soi. Donc, on espère que ça va continuer de se développer. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut continuer à communiquer là-dessus, quoi qu'il arrive. Mhm. Oui. Est-ce que tu voudrais nous raconter une anecdote sur toi que tu as vécue et que tu voudrais partager, qui soit dans ton métier, une anecdote de voyage, Euh, drôle, cocasse, incroyable, ce que tu veux, ce qui te passe par la tête? Ça peut être, bon, ça peut être sur le fait que, du coup, ça fait plusieurs années que je pratique le yoga, mais j'avais pas du tout prévu d'enseigner. Et je suis allée faire une formation cet été, mais vraiment pour moi, en fait, c'était mon cadeau de mes 30 ans. Et même en arrivant à la formation, je me suis dit non, non, mais moi, c'est pas pour enseigner, je viens vraiment ici pour moi. Et au final, je me suis retrouvée à enseigner. Et je pense ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est juste que parfois, il faut suivre sa passion, ses centres d'intérêt. Et parfois, sans but finalement. C'est pas, je m'étais pas dit, je vais baser toute ma vie pour devenir prof de yoga, je vais pas faire un changement de carrière. Mais finalement, c'était ma meilleure décision de cet été de pouvoir m'octroyer ce mois à étudier le yoga, à puiser dans la philosophie. Et c'était une vraie bouffée d'air frais bah voilà, de considérer ces centres d'intérêt comme de vrais enjeux finalement. Et c'est important, je pense, pour notre développement et pour notre épanouissement. Carrément, je suis entièrement d'accord. T'as fait ça où du coup? En Thaïlande. Ouais, ok. Ah, ça a duré combien de temps? Tu es déjà allé? Non, je suis jamais allé en Thaïlande, j'aimerais bien. J'ai fait l'Inde l'année passée, en mars. Ah, j'aimerais bien tester l'Inde, mais ça avait l'air intense. Je me suis pas encore trop prête. Ouais, c'est pas mal, c'est intense. Après, j'ai la chance d'avoir ma conjointe qui est indienne. Ah Donc, oui. heureusement, j'étais entouré de locaux. J'avais notamment des anciens stagiaires que j'avais formés Ah super. quand ils étaient ici en France. Et puis, les retrouver
aller les voir là-bas, c'était cool. Et puis, c'est intéressant. Mais après, avoir Oui, justement oui. les locaux avec soi. Je pense que c'est une belle découverte et une belle richesse culturelle et humaine aussi. Ouais. Ouais, niveau spiritualité, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, je pense. Mm, Je pense que c'est un voyage à faire, mais c'est important aussi de prendre le temps. c'est ça, oui. C'est pas forcément reposant à 100% et je pense que... Ouais, non, mais ouais, c'est intéressant de se retrouver avec. Ouais, je me suis retrouvé avec ma belle-mère dans un temple là-bas. On a fait toute une cérémonie, c'était Super. intense. Effectivement, ils font beaucoup de chants, t'as des offrandes. C'est des choses qu'on n'a pas Mm. l'habitude de voir et d'avoir Ah, top. dans notre culture, et c'était intéressant. Ouais. Quelle est la phrase ou la citation que tu te répètes souvent en ce moment? Qu'est-ce qui t'inspire ou t'aide à avancer? En ce moment, c'est 1% better every day. Et c'est l'idée que il y a des périodes où on avance plus ou moins, où on a plus ou moins d'énergie. Et ce qui compte finalement, c'est de chaque jour continuer d'avancer, de faire au mieux. Et c'est ce qui aide dans des périodes un peu plus calmes. Pour moi, c'est vraiment mon motto. J'essaye de, voilà, tous les jours pratiquer du yoga ou faire du sport. Même un peu dans tous les domaines, que ce soit en business, en création de contenu. Il y a des jours où je poste et c'est pas mon meilleur poste. Et c'est pas grave parce que je suis consistante, je suis régulière. Je poste et c'est assez vrai dans tout ce que j'essaye de mettre en place au quotidien. Donc c'est un peu mon mantra du moment. Voilà, pour être sûr de garder le cap et pas être dans le perfectionnisme et de se dire on continue d'avancer et chaque fois qu'on est dans l'action, ça nous permet de progresser. Ouais, je pense que ça c'est un bon conseil pour tous ceux qui veulent entreprendre. Mm. Quoi que ce soit un projet même perso ou professionnel, c'est la constance, la régularité. Oui, on voit pas les résultats tout de suite parfois, on s'en rend pas compte euh, mais, euh, mais c'est ce qui permet d'avancer. Oui. Ouais, c'est ça, parce que la motivation, ça va, ça vient. Alors que si on reste discipliné, c'est c'est ce qui fait au final la différence, en tout cas sur le long terme. C'est ça, exactement. Ouais, la motivation, elle est jamais là tous les jours, quoi. Est-ce que tu aurais une conclusion sur tout ce qu'on a dit? Bah écoute, à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans l'aventure food ou d'apporter leur contribution, je dirais que oui, il y a plein de belles initiatives, mais il y a encore plein de places et je l'espère, comme on l'a dit, d'autres modes de consommation, donc je le souhaite. Je pense qu'on est dans la bonne direction et en tant que Français qui aimons la bonne qualité, on a de quoi être leader sur ce segment. Et j'invite chacun à essayer de soutenir justement toutes les jeunes marques ou même les producteurs dont on a mentionné tout à l'heure qui se battent pour une alimentation de qualité au quotidien et qui aussi se battent pour nous faire tester de nouvelles choses parce que on parlait du vin sans alcool, mais ça représente de gros investissements, c'est pas facile, c'est des risques. Donc j'encourage vraiment tout le monde à soutenir ces initiatives qui font la richesse de notre monde food aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais ajouter? Non, bah écoute, merci pour cet échange. Je crois qu'on a fait un beau tour, mais c'était très complet. Ben, merci à toi. Je vais mettre en description tous les liens de ton site internet, tes réseaux sociaux pour ceux qui veulent te suivre, aussi ton Food Business 2.0, le guide, tes offres de coaching, et je crois aussi que tu as un Instagram. Oui, aussi, Laura.chetaille et Coco Kombucha aussi. Parfait. Je mettrai tout ça en description de l'épisode, comme ça tout le monde pourra aller voir et se renseigner. Bien, merci beaucoup Laura. C'était top, merci pour ton temps. Parfait, bien merci Nicolas. Merci d'être venu sur le podcast, ça m'a fait vraiment très plaisir. Plaisir partagé, merci beaucoup. Merci, prends soin de toi, à bientôt. À bientôt. Alors merci d'avoir écouté cet épisode de Révolution FNB. Pensez à vous abonner pour le prochain. Dans le prochain épisode, je recevrai Sophie Plénier. Alors vous verrez, elle est jeune, elle a 25 ans et elle vient de créer Evexia Conciergerie. C'est une solution de conciergerie externalisée pour les entreprises. Et vous allez voir que c'est super intéressant pour les restaurants et pour les hôtels. On va parler de services haut de gamme, d'expérience client et comment les hôtels peuvent mettre en place certaines choses, notamment pour les employés mais aussi pour les clients. Vous allez voir, c'est une discussion passionnante à venir. Alors que vous soyez directeur d'hôtel, manager F&B, maître d'hôtel ou serveur, chef en cuisine, bref, dans l'univers du F&B, cet épisode va vous intéresser. Même si vous êtes simplement curieux de voir le F&B différemment.
Cet épisode vous plaira, j'en ai aucun doute là-dessus. Alors je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui, le 13 juin, pour l'épisode avec Sophie. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Révolution FNB. C'est tout pour moi. À bientôt!